22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Célébration du 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, un événement célébré par le système des Nations Unies à Djibouti et le ministère des Affaires étrangères. Et la Cour internationale de justice ordonne à Israël de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, a pris part aujourd'hui à l'hôtel Sheraton à la célébration du 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Cette journée qui a vu la participation du coordinateur résident des Nations Unies et l'ambassadeur Guelleh Edelis Omar, directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la journée des Nations Unies, commémorée chaque année le 24 octobre à travers le monde pour rappeler l'importance du dialogue, de la solidarité et de l'action collective au service de la paix et du progrès. La matinée a débuté par une séquence documentaire retraçant les 80 ans des Nations Unies ainsi que les grandes réalisations depuis 1945, suivie par la diffusion du message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée. Le public a ensuite écouté le message vidéo du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, délivré à l'occasion de cet anniversaire historique. Et la séquence de vidéo s'est clôt par un hommage mettant en lumière les femmes et les hommes collaborateurs et partenaires des Nations Unies qui contribuent chaque jour à la mission de l'ONU à Djibouti. Et en ouvrant les discours officiels, le coordinateur résident des Nations Unies a rappelé le rôle central de l'ONU dans la promotion de la paix, du développement et des droits humains. Aujourd'hui, nous célébrons, comme on a vu dans les vidéos, les 80 ans de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies qui était signée en 1945. Durant cette période, l'ONU a joué de nombreux rôles que j'ai regroupés en deux groupes différents. Parfois, nous avons un rôle de mettre en place des activités d'implémentation et on a aussi notre rôle de devenir l'arbre dans lequel les pays, les différents États se parlent. Sur le rôle de mise en œuvre, la ONU a mené des missions de paix extrêmement compliquées et difficiles dans ces 80 ans. En effet, 4400 soldats de différents pays ont perdu leur vie en tant que maintenir la paix et pendant qu'ils travaillaient pour les casques bleus au cours de ces 80 années d'histoire. Les Nations Unies ont travaillé main à main avec les gouvernements pour promouvoir le développement. L'équipe des Nations Unies va continuer à travailler à Djibouti et vous pouvez compter avec nous. On sera là et on va continuer hand in hand avec les gouvernements pour travailler. Je vais finaliser pour remercier le gouvernement de Djibouti pour votre amitié et votre ouverture, l'accès que nous avons à votre bureau de différents ministères. Écoutons également l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui en cette journée des Nations Unies qui marque l'entrée en vigueur de la charte fondatrice de 1945. Cette journée symbolise notre attachement commun à la paix, à la coopération internationale et au respect de la dignité humaine. Depuis son indépendance, la République de Djibouti a fait le choix résolu du multilatéralisme. Notre pays situé au carrefour de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien croit fermement que les grands défis de notre temps, qu'ils soient sécuritaires, climatiques, économiques, ne peuvent être relevés qu'ensemble dans la solidarité et le dialogue. Djibouti salue le rôle essentiel que jouent les Nations Unies dans la promotion de la paix, du développement et des droits humains. Notre partenariat avec le système des Nations Unies a permis des avancées concrètes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la résilience climatique et de l'égalité des genres. Sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti demeure engagé à atteindre les objectifs de développement durable, ODD, et à contribuer à la stabilité de notre région, la Corne de l'Afrique. En cette journée commémorative, nous réaffirmons notre conviction que les Nations Unies restent le cadre le plus légitime
pour bâtir un monde fondé sur les droits, la justice et la coopération. Djibouti continuera d'y apporter sa voix, son engagement et sa confiance. Vive les Nations Unies, vive la coopération internationale, vive le multilatéralisme, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères qui indique, je cite, « La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l'adoption en lecture préliminaire par la Knesset israélienne de 2 projets de loi visant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée ainsi que sur une colonie illégale en violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale et en atteinte manifeste au droit historique inaliénable du peuple palestinien frère. » Djibouti met en garde contre la gravité de cette démarche qui constitue une escalade dangereuse s'inscrivant dans une politique d'occupation expansionniste et qui compromet directement les perspectives d'une paix juste et de la solution à 2 États. La République de Djibouti appelle également la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités juridiques et morales et à agir de toute urgence pour faire cesser ces pratiques illégales et contrainte Israël à respecter ses obligations internationales. Enfin, Djibouti réaffirme sa position constante et son soutien indéfectible aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à établir un État indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Dans l'actualité également, l'ensemble des établissements scolaires de la République ont vibré toute une semaine écoulée au rythme d'activités sportives et physiques, collectives et individuelles, des randonnées pédestres, des jeux traditionnels, des tournois en sport collectif et individuel. Parallèlement, des médecins et du personnel médical ont sillonné les établissements scolaires pour mener des activités de dépistage et animer des conférences et débats en prodiguant des conseils en santé et en nutrition au profit des élèves, des parents et des enseignants. Ces activités ont mobilisé les personnels du CFEN, du CRIPEN et du MENFOP, mais aussi les personnels pédagogiques et administratifs des établissements de formation professionnelle du pays. Même les inspecteurs généraux, le secrétaire général et le ministre ont participé au tournoi de football, ce qui a créé une magnifique et saine émulation où le sport était au service de la santé. Après une longue semaine à joindre l'utile à l'agréable, les élèves de l'école de la République ont fêté avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministre de la Santé la clôture de ce bel événement qui s'est déroulé en fanfare au lycée de Djibouti en présence des membres de l'association pour la promotion de l'éducation physique et le sport scolaire ainsi que des hauts cadres de 2 ministères. Les ministres et les responsables de 2 ministères ont été accueillis par des chants et des danses et par la suite les officiels ont effectué une longue visite des stands exposant du matériel et divers instruments médicaux. C'est d'ailleurs la quintessence du mot du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roublé, qui s'est fondu d'un beau message de remerciement à l'endroit de son collègue du ministère des Affaires de l'Éducation nationale pour lui avoir fait revivre ses années de lycéen dans ce haut lieu de l'éducation nationale. Écoutons à présent l'intervention du ministre de la Santé lors de cet événement. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici, mais c'était de bels souvenirs. J'ai été ici toute ma scolarité, de la seconde jusqu'à la terminale, et j'ai fait à l'époque la terminale D. À l'époque, il y avait terminale D, terminale C, et c'est émouvant. Je vous remercie beaucoup. L'éducation, la santé sont des piliers essentiels pour l'épanouissement, pour le développement de toute jeunesse. Et c'est la vision du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Ces 3 piliers que sont le sport, l'éducation, la santé sont fondamentaux et essentiels à toute société qui veut se développer et à toute émancipation des jeunes en particulier. Le sport et la santé sont surtout liés à un certain nombre de facteurs. Le sport est essentiel à la vie. Donc la santé, c'est la vie. Et il faut garder votre capital santé.
la santé c'est un capital et il faut le promouvoir, ce capital-là, santé. Et donc j'exhorte tout le monde à faire des activités physiques 2 ou 3 fois par semaine. J'exhorte les élèves à faire des exercices et Inch'Allah, on va perpétuer cette semaine-là, Inch'Allah. Une dernière chose, Excellence, Monsieur le Ministre, je vais profiter donc de cet auditoire parce que nous sommes dans le mois d'octobre. Octobre, on dit octobre rose. Octobre est très important. Vous savez très bien que, et ceux qui ne le savent pas, je veux le dire ici, les 2 causes les plus fréquentes de décès chez la femme à Djibouti, ce n'est pas les accidents de la route, ce ne sont pas le diabète, ce ne sont pas les maladies cardiovasculaires, ce ne sont pas les insuffisances rénaux, ce sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Écoutons également l'intervention du ministre de l'Éducation nationale qui s'est réjoui du travail accompli dans toutes les écoles de la République qui ont participé aux activités de cette longue semaine dédiée au sport et à la santé. Cette semaine nationale du sport et de la santé pour tous, entamée le dimanche 19 octobre 2025 dans tous les collèges et lycées de la capitale, des régions et des localités les plus reculées. Permettez-moi, chers collègues, avant mon adresse, de rappeler quelques mots de notre modèle et guide, le président de la République, El-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui, dans son discours du 8 avril 2017, rappelle que la prévention des maladies est la clé de voûte d'une santé publique réussie et que cela s'étend à la pratique du sport. Donc le chef de l'État démontre ainsi qu'il soutient les initiatives qui promeuvent la santé et le bien-être qui sont renforcés par la pratique sportive. Depuis Bouya à Assamo, de Moulouhlé à As'ela, en passant par Hayou, Tadjoura, Djiboutiville, Akhta, Ali Sabeh et Dikhil, les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, les parents d'élèves se sont fortement mobilisés comme jamais aux côtés des professionnels de santé et donné ainsi cette semaine nationale du sport et de la santé pour tous un retentissement qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Et Inch'Allah, Monsieur le ministre, cette semaine, nous allons l'instituer pour que chaque année, nous puissions, que cela puisse s'organiser dans les établissements scolaires, une semaine où les professionnels de santé vont agir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et Monsieur le ministre, à peu près 70% de la population djiboutienne est jeune. Et donc en agissant, les professionnels de santé, en agissant dans ces établissements, agissent directement sur la population djiboutienne et agissent bien sûr par la prévention sur un avenir radieux et promoteur de notre pays et de notre population. La 3e conférence ministérielle de l'autorité intergouvernementale pour le développement sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre s'est tenue à Nairobi, au Kenya, du 20 au 22 octobre, sous la présidence du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. Le ministre a conduit une importante délégation intersectorielle composée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de son conseiller principal ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères, illustrant l'approche concertée et multisectorielle adoptée par Djibouti en matière de travail, d'emploi et de migration de main-d'œuvre. Placée sous le thème « Améliorer la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d'œuvre pour la prospérité », cette importante rencontre a rassemblé les ministres du Travail et de l'Intérieur des pays membres de l'IGAD, les partenaires sociaux ainsi que les représentants d'organisations régionales et internationales. Les travaux ministériels tenus le 22 octobre ont été précédés par 2 jours de réunions techniques au cours desquelles les experts de haut niveau des États membres
appuyés par les organisations internationales, régionales et les partenaires sociaux, ont procédé à une analyse approfondie des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme régional sur la migration des main-d'œuvre. Et à l'issue de leur délibération, les ministres ont adopté un communiqué commun réitérant leur volonté de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux des experts, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir une mobilité de main-d'œuvre régulière, sûre et ordonnée dans l'espace IGAD conformément aux priorités de la région et aux objectifs de développement durable. Et dans une allocution prononcée à la tribune de cet événement, le ministre du Travail, en sa qualité de président de la conférence, a salué les efforts conjoints des pays membres et réaffirmé l'engagement constant de Djibouti à promouvoir le travail décent, la mobilité régulière de la main-d'œuvre et la coopération régionale en faveur du développement humain et social. Nous saluons cette initiative, a-t-il indiqué, qui renforce la concertation régionale autour des questions cruciales liées à la migration de main-d'œuvre, à l'emploi et au travail décent de notre région. Située à la croisée des routes migratoires de la Corne de l'Afrique, Djibouti occupe une position stratégique à la fois comme pays d'origine, de transit, mais également de destination. Chaque année, de milliers de migrants économiques issus des pays voisins traversent notre territoire, tandis qu'un nombre croissant de travailleurs étrangers s'y installent, attirés par les opportunités offertes par le développement rapide des secteurs portuaires, logistiques et des infrastructures. Conscient des défis et des opportunités que représente cette réalité, a poursuivi le ministre, Djibouti a adopté une approche proactive fondée sur une gouvernance responsable et inclusive de la migration de main-d'œuvre afin de transformer cette dynamique en levier de développement humain et économique durable. Djibouti a engagé également une réforme profonde de son cadre juridique du travail garantissant l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers sur la condition de travail. La loi numéro 133 de 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants constituant une avancée majeure. Elle criminalise ces pratiques et prévoit des mécanismes de protection, d'assistance et de réinsertion pour les victimes. Dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des lauréats du Grand Prix du chef de l'État, initiative Jeunesse 2024, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a participé hier à l'inauguration officielle du Vision Gaming Lounge Club, un centre innovant dédié aux amateurs et professionnels de jeux vidéo en collaboration avec les responsables de l'association Djibouti Esport. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de l'association et des cadres du ministère. Et lauréate du Grand Prix du chef de l'État en 2024, l'association e-sport, Djibouti a su concrétiser avec le prix gagné son projet ambitieux de création de Vision Gaming Lounge Club, ce centre moderne visant à offrir un espace immersif et interactif dédié à la culture vidéoludique et au divertissement numérique. Le Vision Gaming Lounge Club se veut un véritable univers de loisirs numériques où chacun, jeune, famille, passionné ou curieux, peut venir s'évader, se divertir, participer à des compétitions ou simplement passer un moment agréable. L'espace comprend des équipements de dernière génération, écran haute définition, jeux en réalité virtuelle et former des jeunes au métier du numérique et du gaming. Et prenant la parole lors de cet événement, la ministre Dr Hibo a salué l'engagement, la créativité et la persévérance des jeunes membres de l'association. Elle a réaffirmé le soutien et indéfectible du gouvernement envers toutes les initiatives qui contribuent au développement socio-économique et à l'épanouissement de la jeunesse à travers la culture, les industries culturelles et créatives, le sport et l'entrepreneuriat. Et écoutons à présent le président de l'association e-sport Djibouti. Mon nom est Eleye Eltere Daher. Je suis le président de l'association Djibouti e-sport qui a été créée en 2018. Je suis aussi président de la nouvelle entreprise Vision Gaming Lounge. Nous remercions aujourd'hui la ministre Dr Hibo Moumine Assowe qui est venue inaugurer cet espace gaming.
cet espace gaming est un rêve qui s'est réalisé. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on a un espace gaming pour la communauté. Gamers qui peuvent venir quand ils veulent. C'est ouvert tous les jours. On est à la place Milik, place du 27 juin. Nous sommes ouverts tous les jours. Donc cet espace est dédié aux jeunes de la communauté. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien du ministère de la Culture et de la Jeunesse, grâce au privilège qu'on a eu l'année dernière de gagner le 3e prix du chef de l'État. C'est grâce à cela que nous avons pu réaliser nos rêves avec tous les équipements dernier cri qui sont maintenant disponibles ici à Vision Gaming Lounge Club qui se situe à Place Milik. Au-delà de l'espace gaming, nous pourrons former des jeunes qui sont passionnés par le sport électronique, aussi appelé e-sport, à être des streamers, à être des arbitres, à être des coachs. Donc voilà, c'est ouvert tous les jours. Venez nous rendre visite. Nous sommes à la place Milik. C'est accessible à tout le monde. Soyez les bienvenus. Et dans le cadre de l'initiative parlementaire pour le finance-climat, un atelier national intitulé « Dialogue sur les zones d'énergie verte à Djibouti » s'est tenu durant 2 jours au Sheraton Hotel, réunissant un large éventail d'acteurs clés. Cette rencontre de haut niveau a pris fin hier, après 2 journées de discussions intenses et fructueuses. Organisée en collaboration avec le ministère de l'Environnement, cet atelier a rassemblé des représentants du secteur public, des parlementaires, des opérateurs du secteur privé ainsi que des membres de la société civile. Ensemble, les participants ont échangé leurs expériences, identifié les défis majeurs et co-construit des pistes de solutions concrètes adaptées aux réalités nationales pour promouvoir le développement des zones d'énergie verte à Djibouti. Les travaux de réflexion ont permis de formuler plusieurs recommandations stratégiques, notamment la nécessité de mettre en place un cadre législatif et réglementaire cohérent, l'objectif étant de mieux harmoniser les investissements, renforcer les mécanismes de financement et accélérer la transition énergétique du pays dans une perspective inclusive et durable. Ce dialogue multipartite constitue un jalon important vers la mise en œuvre de politiques climatiques efficaces soutenues par une législation adaptée et des partenaires solides dans les différents acteurs du développement durable. La Sierra Leone et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables ont lancé aujourd'hui le 2e forum d'investissement de l'accélération du partenariat pour les énergies renouvelables en Afrique, un événement visant à mobiliser des investissements à grande échelle pour soutenir la transition énergétique et l'industrialisation verte dans les pays africains. Le forum qui s'est tenu du 22 au 23 octobre au Freetown International a réuni ministres, investisseurs, développeurs et institutions financières africaines et internationale. Une délégation djiboutienne participe à cet événement continental. Et cette rencontre intervient quelques jours après la publication d'un rapport IRENA au pré-COP de Brasilia, révélant que l'Afrique n'a représenté que 1,6% de la nouvelle capacité installée en énergie renouvelable en 2024, soulignant l'urgence d'installer et d'intensifier les investissements. Le forum s'inspire du succès de l'édition inaugurale à Nairobi qui avait permis de mobiliser un pipeline de projets d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, soit près d'1 gigawatt de capacité renouvelable. Et les efforts post-forum viseront à renforcer la préparation des projets à l'investissement et à soutenir leur mise en œuvre dans les pays APRA. Dans notre consommation locale, et nous espérons qu'à travers ce partenariat, nous obtiendrons les investissements nécessaires pour compléter justement le reste des investissements nécessaires pour atteindre notre objectif. Nous avons déjà effectué beaucoup d'activités en termes de solaire et d'éolien. Nous avons un grand potentiel incluant la géothermie et nous espérons qu'à travers ce partenariat, nous obtiendrons les résultats espérés. Et nous clôturons l'actualité nationale avec cet anniversaire. Diaspora indienne de Djibouti, en collaboration avec l'ambassade de l'Inde, a organisé une somptueuse célébration du festival de Diwali, également connu comme le Nouvel An indien. Diwali, souvent appelé la fête des Lumières, symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres ou encore du bien sur le mal. C'est l'une des fêtes les plus importantes de la culture indienne, célébrée avec éclat à travers le monde. La cérémonie tenue à Djibouti a rassemblé de nombreux invités
de marque dans l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti. L'événement s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et festive et la soirée a été marquée par une série de prestations exceptionnelles, notamment celle des enfants, dont les performances artistiques ont ému et charmé le public, ainsi que le groupe Jeep Fire qui a su enflammer la scène avec énergie et passion. Ces moments de danse et de musique ont magnifiquement illustré la diversité et la vitalité culturelle de la communauté. Et en clôture de la cérémonie, une loterie a été organisée. Les gagnants ont été récompensés sous les applaudissements chaleureux de l'assistance, concluant ainsi un événement mémorable placé sous le signe de la lumière, de la joie et de la fraternité. Et lors de son intervention, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a d'abord félicité les leaders et les organisateurs issus de la diaspora indienne pour leurs efforts constants dans la promotion de la culture et les traditions indiennes à Djibouti. Il a également salué la solidarité et le dynamisme de la communauté qui contribue activement au renforcement des liens d'amitié entre l'Inde et Djibouti. Et l'ambassadeur a également rappelé la signification de Diwali en évoquant l'histoire du roi Rama qui, après 14 ans d'exil et sa victoire sur le mal, est revenu dans son royaume d'Ayodhya. Il a souligné enfin que ce message intemporel de lumière, de paix et d'unité reste plus que jamais pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Actualité régionale à présent, Ouganda, un accident de la circulation a fait au moins 46 morts et plusieurs blessés. Hier, peu après minuit, 2 bus et 2 autres véhicules sont entrés en collision sur l'autoroute menant à Goulou, grande ville du nord de ce pays d'Afrique de l'Est. Le rapport stipule que 2 chauffeurs de bus roulant en sens inverse ont tenté de dépasser d'autres véhicules et la police attribue généralement ces genres d'accidents à la vitesse excessive des conducteurs. Et alors que l'enquête se poursuit, il exhorte vivement tous les automobilistes à faire preuve d'une prudence maximale sur les routes en évitant notamment les dépassements dangereux et imprudents qui restent l'une des principales causes d'accidents dans le pays. Et enfin, la Cour internationale de justice a déclaré hier qu'Israël devait permettre à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza dévastée par la guerre. L'année dernière, l'Assemblée des Nations Unies avait saisi la Cour de la Haye après le blocage de l'aide humanitaire à Gaza et le président de la Cour a affirmé qu'Israël a l'obligation d'accepter et de faciliter les programmes d'aide humanitaire fournis par les Nations Unies et ses entités. Et cette procédure avait été engagée avant la signature de l'accord de cessez-le-feu à Gaza négocié par les États-Unis et entré en vigueur le 10 octobre visant à mettre fin à 2 ans de guerre dans l'enclave palestinienne. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.